Bientôt midi et demi au cœur d'LCI Midi, le temps du grand débat politique. Éric Decouty est toujours là pour m'épauler pendant cette émission. Nous accueillons Anne Souiris, bonjour, adjointe d'Anne Hidalgo, Europe Écologie Les Verts. Vous êtes en charge de la santé publique, des questions de santé. Nous aurons l'occasion justement de parler de ce sujet. Didier Bécher est là, député de La République En Marche des Yvelines. Bonjour à vous, ainsi que Laurent Jacobelli, bonjour, porte-parole du Rassemblement National. Justement, le sanitaire, aura-t-on vraiment le choix? Éviter le reconfinement, l'Île-de-France est en zone d'extrême turbulence. 40%, vous le savez, c'est le chiffre qu'on a découvert hier, de report d'intervention dans les hôpitaux pour dégager des lits de réanimation, du personnel, tout est lié. Une illustration via les courbes, ces courbes qu'on regarde avec tant d'attention depuis un an maintenant. Vous voyez, on est à 964. Alors, pour un gros millier de lits de réanimation, on peut encore en ajouter quelques-uns en situation extrême. L'autre pic que vous voyez sur cette courbe nous mène au deuxième confinement. Nous étions alors en novembre. Pour autant, le directeur général de la Santé estime que toute mesure de reconfinement le week-end, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité parce que cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'État si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir et que nous étions en face d'un risque majeur de ne pouvoir accueillir les malades graves à l'hôpital. Alors l'hôpital peut-il le tenir? Les hospitaliers ne tiennent pas tout à fait le même discours. Eux, ils disent on est dans une situation d'extrême tension. Moi, je pense qu'on est toujours sur la balance économie sanitaire et qu'il y a des décisions qui ont été prises de ne pas confiner l'Île-de-France, parce que l'Île-de-France, c'est, je crois, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est un des départements, enfin une des régions économiquement les plus dynamiques. Donc, c'est ce qu'on a décidé, c'est ce qui a été décidé de faire, c'est de privilégier. Donc, c'est ce qui arrive quand on ne confine pas. Voilà, ce qui arrive quand on ne confine pas, c'est vous êtes élu des Yvelines, donc de l'Île-de-France, par définition, Didier Bécher. Est-ce qu'on peut se permettre de continuer à vivre avec ce risque-là et cette tension-là? Il y a un certain nombre de mesures, d'éléments qui sont à prendre en considération. Ça fait un an qu'on est face à cette pandémie et on voit bien que le stop and go, confiné, reconfiné, déconfiné, nous laisse finalement au bout d'un an à peu près dans la même situation. J'entendais tout à l'heure la réaction du maire de Nice qui a souhaité très fortement être confiné et qui maintenant, à peine au bout du week-end, demande à reprendre un peu d'air. Cet élément de la situation sociale et psychologique des Français, et en Ile-de-France en particulier, est à prendre en compte de manière sérieuse. Je pense qu'on fait le pari que, en essayant de continuer sur cette stratégie des gestes barrières et de l'accélération de la vaccination, on va pouvoir tenir et sortir progressivement de la situation de pandémie. C'est un pari. Évidemment, si la situation des hôpitaux explose, il faudra réfléchir à cette situation du week-end. En tout cas, c'est pas d'actualité pour le moment. Anne Souiris, la mairie de Paris, je ne trahis pas de secret, était opposée à un reconfinement le week-end. Vous êtes en train de changer d'avis? Ah non, je ne change pas d'avis. Le sujet, c'est effectivement, on en a assez du stop and go. Le problème, c'est qu'on fait tout pour que ça réarrive. Parce que pour éviter le stop and go, ça veut dire avoir une stratégie, ça veut dire avoir une planification progressive et ça veut dire pas faire ce qu'on est en train de faire encore depuis des semaines et des mois, c'est-à-dire toutes les semaines attendre un discours qui va arriver. Ah, peut-être on va faire ça. Ah, peut-être on va faire ça. Ah, on va doubler le nombre de doses cette fois-ci. Et finalement, on revient en arrière. Et la semaine d'après, on va avoir un nouveau lapin du chapeau. C'est la question des vaccins qui vont arriver chez les pharmaciens et puis chez les médecins. Enfin, en fait, ça... Vous faites référence à Jean Castex qui prend la parole toutes les semaines. Évidemment, mais non, mais je fais référence à tous les discours qui ont lieu à chaque fois. Vous savez, là où je vous suis pas, c'est que je pense qu'il y avait besoin d'accélérer dans certaines régions. Je vais vous dire une chose. Déjà, je suis la seule femme sur le plateau, d'accord. On est le lendemain du 8 mars. C'est plus la journée des femmes, mais quand même. Donc, vous savez qu'on fait et ça me paraît bien légitime. On fait en sorte que la parité soit respectée sur ce plateau. Donc, merci de me laisser quand même. Allez-y. Mais le débat est ouvert. Mais allez-y. Non, mais absolument. Mais en tout cas, la question de savoir comment là on agit, ce serait vraiment de dire alors on y va, on rattrape même les autres pays européens, ce nombre d'autres pays européens qui sont nettement en avance sur nous sur les questions de vaccination. On se met aussi en rang sur les questions de l'école. L'école actuellement, il n'y a pas... Les tests salivaires, très bien, mais les tests salivaires, ça veut dire qu'il faut les faire avec une vraie stratégie. Pas encore de stratégie sur les tests salivaires, ça ne va pas. Vous voyez, c'est vraiment une organisation sociale. Il y en a des stratégies. Versus ce stop and go, il faut faire de la réduction des risques
très rigoureuse. Ça n'est pas le cas. Donc vous voyez, si vous voulez... Donc 6 millions de personnes vaccinées, c'est pas assez. Et les tests salivaires mis en place dans les écoles, chaque semaine, ça n'est pas assez non plus. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Un test salivaire toutes les semaines, ça n'est pas le cas du tout. On n'est pas aux chiffres annoncés, mais il y a déjà des tests salivaires dans un certain nombre d'écoles. Actuellement, c'est même pas une dizaine d'écoles qui sont concernées. À Paris ? À Paris, donc c'est pas du tout suffisant. Laurent Jacobelli. 40% des interventions en réanimation hors Covid vont être repoussées. Ça veut dire que des gens vont mettre en danger leur santé dans les semaines qui viennent. 70% des étudiants déclarent être en situation de détresse psychologique. Une PME sur 2 est menacée de fermeture. Il est temps d'arrêter de bricoler. Il faut maintenant entamer les travaux de fond. Les fondations, 12 milliards d'économies sur l'hôpital en 10 ans, 14 000 lits en moins sous Hollande et Macron. Voilà ce que l'on paye aujourd'hui. Et quelles sont les mesures de fond aujourd'hui ? Aucun lit de réanimation supplémentaire. Or, nous allons avoir une pandémie qui dure, donc il faut des mesures de long terme. Arrêtez de nous donner un horizon à 2-3 jours. Cette politique de confinement, déconfinement, couvre-feu, sur-couvre-feu, sous-couvre-feu doit aussi s'arrêter. Il faut maintenant acheter massivement des vaccins pour vacciner les Français qui le désirent. On est très loin de la moyenne européenne, Union européenne qui est elle-même très loin des autres puissances occidentales. Donc il faut maintenant reprendre notre liberté et acheter des vaccins en direct. Et liberté de prescription pour les médecins, parce qu'il faut aussi soigner sur tous les domaines, prévention, vaccination, soins. La France est à la traîne, donc plutôt que d'avoir un Premier ministre qui vient toutes les semaines nous annoncer à quelle heure on aura le droit de rentrer chez soi et de faire ses courses, il faut maintenant des mesures de fond. Et là, pour l'instant, il n'y a personne. Vous abordez énormément de sujets. Peut-être sur les lits, et Éric, je vous donne la parole. Mathias Vargon, qu'on a entendu il y a un instant et qui était avec nous, et qui dit notre boulot là en ce moment, c'est de chercher des lits à droite, à gauche pour pouvoir faire des meilleures répartitions et trouver des marges. Écoutez-le. On commence à manquer de lits, à la fois en réanimation, on commence à transférer nos patients partout et on a rouvert des lits supplémentaires, alors pas de réanimation, mais ce qu'on appelle de soins critiques, c'est-à-dire pour tous les patients graves mais pas intubés. Et puis, on passe nos journées à essayer de trouver des places également pour nos patients à hospitaliser dans des lits où on va juste leur fournir de l'oxygène, des soins supplémentaires, des perfusions. Et ça, c'est compliqué aussi. Éric, je vous donne la parole, mais Didier Béchère, ça c'est une critique qui est souvent formulée à l'instant par Laurent Jacobelli. Ça n'a pas été une option. Pourquoi, un an après, on n'a pas plus de lits en réanimation ? Mais parce qu'on est dans la situation, et vous l'avez très bien décrit, où la situation de l'hôpital en France est dramatique. Et la diminution du nombre de lits de ces 10 dernières années est réelle. Le sous-investissement de l'hôpital est réel. Je suis désolé, c'est pas l'équipe en place qui en a la responsabilité. D'ailleurs, et ça n'a rien à voir avec la situation du Covid, les 19 milliards d'investissements dans le cadre du Ségur de la santé, c'est des choses qui ont été décidées il y a bien longtemps pour pallier à cette situation. Vous ne faites pas en un an plus d'infirmières, plus d'aides-soignants et plus de médecins. Je vous rappelle qu'on a supprimé le numerus clausus pour que, effectivement, dans 10 ans, nous ayons plus de médecins. Donc cette situation difficile, compliquée de l'hôpital, elle a été percutée par cette pandémie. Moi, je crois, on est dans une situation aujourd'hui où il faut beaucoup de calme et tenir les engagements qu'on a pris. On a dit au mois de décembre le calendrier de vaccination que nous allions mener, par quelle tranche d'âge et comment on allait le faire. On tient notre calendrier ? Non. Qui veut bien faire croire, qui veut bien faire des moulinets en expliquant que peut-être par magie, on va vacciner l'ensemble de la population, qu'on va nous, parce qu'on est plus fort que les autres, trouver des vaccins. D'autres le font. Mais écoutez, nous en tout cas, au moment où on se parle, on a tenu 100% des engagements que nous avions pris. Et personne au mois de décembre ne voulait se faire vacciner. Donc l'enjeu que nous avions, c'était aussi de convaincre la population de la nécessité de cette vaccination. Et souvenez-vous, au mois de décembre, la discussion que nous avions à ce sujet-là. Ce pari-là, il est gagné. Bon, la population honnêtement, sur les objectifs chiffrés, on ne se souvient plus bien des ambitions. Mais on est à 6 millions. On est à 6 millions. Le pari de la vaccination est gagné, c'est honteux, monsieur. Sur les deux points, monsieur Béchère, vous avez du mal à être entendu. Sur le plan, on tient nos engagements. Vous avez du mal à expliquer aux Français qu'aujourd'hui, en termes de vaccination, on est dans le bon tempo par rapport à nos voisins européens. Vous avez du mal à nous convaincre. Après, sur la question qui est centrale, celle des lits de réanimation et du personnel, ce que le docteur Vargon soulignait très bien, il disait on a un problème de lits et de personnel. Moi, j'ai du mal à comprendre que depuis un an, je comprends bien que c'est long pour former des médecins. Mais des infirmières, on sait très bien que les infirmiers et le personnel soignant, ils ne vont pas
faire ce métier, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'ils ne sont pas assez payés pour faire court. On a donné beaucoup d'argent, et tant mieux, pour soutenir l'économie. Moi, j'ai du mal à on a augmenté comprendre les salaires des soignants. qu'il n'y ait pas eu de l'argent, parce que c'est central aujourd'hui. Et si on est encore coincé aujourd'hui, c'est parce que l'hôpital est exsangue. Et je trouve un peu curieux qu'on se retrouve aujourd'hui, un an après, dans la même situation qu'on se retrouvait en mars dernier. Et je pense que la priorité, qui était la priorité absolue de l'hôpital, elle n'a pas été complètement remplie, c'est le moins compliqué. Et les deux priorités, c'était les salaires et les investissements. Oui, mais Attendez, on ne va pas refaire. Deux éléments-là Juste ont été sur la tenus. vaccination, qui est une préoccupation quotidienne, il y a un clip pour nous inciter, depuis ce matin, à aller nous faire vacciner. Il a fallu un peu de temps pour le préparer, mais il est là. Et en voici un extrait. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame, Je reviens Madame, te chercher. ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. C'est bien Gilbert Bécaud. C'est bien la chanson. Et il est très bien fait, ce clip, au demeurant, parce que c'est vrai que c'est ce dont on manque. Tout grand-parent pourra en témoigner. Bon, Mais- il fallait peut-être nous inciter un peu plus tôt à aller vous faire vacciner. Excusez-moi, mais c'est fait. on manque pas de clips, on manque de vaccins. Alors attendez, Laurent Jacobelli, et je vous donne la parole, Anne Souiris, ensuite. Bon, pardon. On manque pas de clips, on manque pas de com, on manque de vaccins. Aujourd'hui, on nous explique qu'on va demander aux médecins généralistes d'arrêter d'être livrés de vaccins parce qu'il n'y en a pas assez et qu'on va livrer les pharmaciens. Sur Donc, un temps on est- très court. que ce Sûrement, soit très mais clair. depuis le début de cette pandémie, on est en train de gérer la mauvaise gestion des contrats par l'Union européenne dans une France tellement idéologue qu'elle refuse d'acheter par elle-même des vaccins. Donc, on peut inciter les Français à aller se vacciner, on peut créer des vaccinodromes, on peut autoriser demain les vétérinaires à vacciner. S'il n'y a pas de vaccin, tout cela ne Mais sert à alors, rien. attendez, C'est mettre votre la collègue charrue Louis avant les Alliot, bœufs. maire de Perpignan, qui, c'est un coup de com' parce qu'il ne pourra pas le faire. Il veut dealer en direct avec la Russie pour obtenir du Spoutnik. Ben, il a bien Évidemment, raison. c'est pas le maire qui va faire ça, mais Et pourquoi il a Pourquoi, quand l'État est défaillant, certains maires ont acheté des masques, certains maires ont créé des centres de vaccination question de santé publique. quand l'État n'en était pas capable? règle de santé publique. Pour l'instant, il n'est pas validé. Le Oui, et Spoutnik. d'ailleurs, ça met beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'avec les vaccins venus d'autres pays. On se demande pourquoi, puisque de très nombreux pays dans le monde achètent ce Mais vaccin. au diable l'Europe, au diable la logique collective. Écoutez, on ne vous va pas sacrifier la santé de Français et un certain nombre de vies humaines de Français sur l'autel de l'idéologie européiste. Non, bien sûr. Anne Souiris. Enfin, même face au contrat qu'a signé l'Europe, nous ne sommes pas au niveau. Nous ne sommes pas au niveau. Nous ne sommes pas au niveau parce que, par exemple, quand on a de l'AstraZeneca massivement et qu'on est encore aux 3/4 de nos stocks qui ne sont pas utilisés, là je parle de la France, Vous savez pourquoi quand même là eh bien, Anne non, mais- Souiris. Non mais attendez, il faut. Que Nous je on a sache- mené l'enquête, on sait pourquoi. formidable, que je sache pourquoi c'est une chose, que ensuite, Ah non. que les soignants n'aient pas été vaccinés à la hauteur de ce qu'on pensait, parce que Voilà. c'est à ça que vous pensez actuellement. Ok, ça pose une question qui n'est pas la question de l'Europe, qui est la question, est-ce qu'il faudrait être plus convaincant auprès des soignants, ou est-ce que, voire même, il faudrait peut-être inciter à l'obligation de vaccination des soignants et des personnes qui s'occupent des gens dans les EHPAD. Bien sûr que cette question, elle peut se poser, mais elle pouvait se poser déjà au mois de décembre et au mois de novembre, vous voyez. Et au lieu de ça, on est en train d'avoir des stocks qu'on ne sait pas comment est tout coulé encore depuis quelques semaines. Vous voyez, c'est ça le sujet. Et la réanimation, quand même, il y a la question on parle du Ségur cet été, mais on n'a pas changé de stratégie. On n'a pas changé de stratégie. On n'a pas réfléchi à combien de lits il faudrait supplémentaires, combien il faudrait de formation d'infirmières supplémentaires. Tout ça, et la question de la tarification hospitalière n'a pas non plus été abordée. Donc tout ça, c'est un vrai sujet. On ne peut pas continuer comme ça, à aller droit dans le mur. On ne peut pas dire à la fois, c'est toujours le en même temps. En même temps, il ne faudrait pas confiner, et en même temps, on laisse l'hôpital tel qu'il est, parce qu'en fait, on l'a laissé exactement dans le même état que l'année dernière. Alors, je l'ai déjà Avec dit, une moi, je petite partage prime. ce point de vue sur l'état de l'hôpital. Pour rester sur la vaccination, sur les stocks, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et ça rejoint la communication. En décembre, en janvier, on nous avait promis la transparence. Ouais. Et la transparence, donc, dont acte, en matière de stock, moi, je ne sais pas, j'ai cherché ce matin en venant, s'il y avait une lisibilité. S'il y avait, je suis allé sur les différents sites du ministère de la Santé, et de l'ARS, pour savoir où en étaient les stocks. On ne sait pas, enfin, peut-être que vous allez Tout à nous fait éclairer, juste. mais on n'a pas la connaissance des Exactement. stocks, de savoir ce qui est en état, ce qui est présent aujourd'hui dans les stocks
pas du gouvernement, mais de l'État, ce qui était disponible en fonction des régions. Donc je trouve qu'il y a une opacité sur la réalité des stocks. Peut-être qu'il y en a des millions, peut-être qu'il n'y en a pas assez. On n'en sait rien et je trouve que c'est un vrai un peu en flux tendu, c'est ça. On est clairement, mais ça, alors c'est pas un secret, on est clairement à flux tendu. Et encore une fois, dans cette stratégie de vaccination, la partie vaccination des soignants était une partie qui était très importante pour protéger les soignants et pour leur permettre d'exercer leur métier dans des conditions acceptables. La situation, on la connaît. J'imagine très bien le débat si au mois de décembre, on avait imposé la vaccination aux soignants. C'est absolument pas le modèle français. Et je pense qu'on est dans un climat de responsabilité. Je pense qu'on est tous rendus maintenant à cette situation où il faut que les soignants se vaccinent pour protéger aussi l'ensemble de la population. S'il faut en arriver à l'obligation et rajouter la vaccination au Covid à la liste des vaccins qui sont nécessaires pour exercer une profession de soins, nous verrons bien si nous en arrivons là. En tout cas, moi, j'y suis favorable. Ah, vous êtes favorable à l'obligation du vaccin chez les soignants ? Parce que on voit bien, enfin, regardez la discussion qu'on est en train d'avoir. On a des vaccins qui sont bloqués parce que des gens ne les utilisent pas alors que d'autres attendent. Donc, à force d'être dans ce débat très ouvert, de confiance, de bloquer personne, de frustrer personne, on en arrive à des situations ubuesques. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est comment on en est arrivé dans ce pays à ce que des soignants refusent de se faire vacciner. Quelles erreurs de communication, quel manque de transparence, voire quels mensonges au début de l'épidémie ont fait que les gens n'ont pas confiance. Je suis d'accord avec vous, il vaut mieux qu'ils se vaccinent, ça paraît être une évidence. De là à stigmatiser ceux qui ont fourni un travail de fou depuis le début, en dépit non, mais on peut de faire la vacances. distinction. Non, on peut faire la distinction, mais sauf qu'on marche par stigmatisation successive dans cette crise. Ça a été les médecins, puis ça a été les étudiants, puis les Parisiens qui vont au bord de Seine, maintenant les infirmiers, tout ça pour faire croire que le boulot est fait par le gouvernement, mais que c'est les Français qui sont rétifs. Non, c'est l'inverse. Moi, j'aimerais quand même, sur le personnel hospitalier, rappeler qu'en France, la moyenne de salaire net, c'est 2 000 € contre 2 600 dans l'OCDE, qu'on est 22e sur 33, et qu'en France, il y a 6 lits d'hôpital pour 1000 habitants, quand il y en a 13 au Japon ou 8 en Allemagne. Donc vous voyez, faites le travail de fond. Vous auriez augmenté les impôts, avant... quand je vous écoute, parce que l'augmentation des impôts avec Marine Le Pen, un paradoxe macronien, nous sommes le pays au monde où on paye le plus d'impôts, mais le pays au monde où il y a les services qui diminuent le plus. Donc vous voyez, pas la facilité. Vous voyez, l'argent est mal géré. 113 € d'augmentation des soignants en moyenne. L'argent est mal géré. Cet engagement, je vous le confirme. Il a été tenu. On aura l'occasion, et en plus dans les mois qui vont venir, et avec la présidentielle, d'aborder ces sujets et de l'avenir de notre hôpital au sens large. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un sujet qu'on a déjà abordé ensemble hier, en donnant la parole à l'un des enseignants qui a été la cible du côté de Grenoble, vous le savez, d'accusations d'islamophobie. Cet enseignant ainsi que son collègue, parce qu'ils sont deux dans ce cas-là, sont aujourd'hui, désormais, d'abord ils ne peuvent plus en ce moment, ou en tout cas ils n'enseignent plus aujourd'hui, et ils sont désormais sous protection. La tension est loin de retomber, puisqu'il y avait un appel à manifester contre l'islamophobie devant cette IEP de Grenoble. Camilla Campuzano, vous êtes sur place, il n'y a pas foule, de toute évidence, derrière vous. Alors, ils sont environ une soixantaine. Il faut savoir que le rendez-vous a été donné par un collectif organisé par des anonymes. Ils tiennent à rester anonymes. Un collectif qui a lancé l'appel donc sur les réseaux sociaux, sur une page qui s'appelle Sciences Po Grenoble en lutte. Il s'agit de manifester contre l'islamophobie et l'extrême droite dans les universités, mais plus largement en France, nous expliquons ici. Alors, en ce moment, ce sont des témoignages qui sont en train d'être lus parce qu'ils ont lancé un appel à témoins il y a quelques jours pour savoir quel était l'état de la situation. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'islamophobie au sein de cet établissement, cet IEP de Grenoble? Donc ces témoignages sont lus et sont applaudis par ces quelques dizaines de personnes présentes aujourd'hui. Il faut savoir qu'en parallèle, un peu plus tôt, l'union syndicale, le syndicat étudiant donc, qui représente les étudiants de l'IEP de Grenoble, a lancé un appel à la sérénité et demande aujourd'hui que cette affaire soit réglée en interne. Camilla Campuzano, Jérôme Marcantiti auraient réglé en interne, mais malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Vous auriez pu être dans ce rassemblement ? Écoutez, moi ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que quand même la situation est extrêmement grave. C'est après l'attentat terrible contre Samuel Paty, il y a encore aujourd'hui des professeurs et des enseignants qui sont violemment critiqués, dans le dos desquels on met clairement une cible en les traitant d'islamophobes, de racistes, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une logique où finalement l'islamophobie est le cheval de Troie de l'islamisme, c'est-à-dire que quand on conteste, quand on remarque
que l'islamisme ou que les théories pro-islamistes font leur entrée dans l'université ou dans le monde scolaire, eh bien, à partir du moment où on le dit, on devient raciste et islamophobe. Ça devient très grave. Il faut maintenant être très ferme. Ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre d'universités où la France est décrite comme un pays violent envers les minorités, raciste, islamophobe, voire homophobe, il faut arrêter avec ces fadaises, comme dirait le Premier ministre. Il faut maintenant redire la vérité, faire en sorte que des minorités agissantes ne puissent pas terroriser intellectuellement d'abord, physiquement ensuite, ceux qui refusent de rentrer dans le jeu. Il faut Ça a l'air de beaucoup vous agacer, Anne Souiris. Ah oui, là encore, le gouvernement a complètement mis le feu aux poudres en parlant d'islamophobie et en disant... Non. Non, mais si, on parle d'islamo-gauchisme, pardon. Pas d'islamophobie. Absolument, d'islamo-gauchisme. Vous savez, le sujet, c'est à un moment donné qu'à la fac, comme d'ailleurs dans la société française, mais la fac, c'est un endroit quand même sanctuarisé normalement où le débat et où la liberté d'expression doit être absolue, sauf quand il y a un appel au meurtre, bien sûr, et à la haine. Mais sinon, ça doit être vraiment un lieu sanctuarisé. Et là, c'est un lieu où on devrait avoir le droit à la fois d'être anticlérical et à la fois d'être gauchiste. Enfin, les sujets ne sont pas... Et c'est de ça dont on parle Parfois, actuellement. on est un peu les deux à la fois, d'ailleurs, gauchiste et anticlérical, je ne sais pas. On peut être les deux. Oui. Non, mais je veux dire, on peut être ce qu'on veut dans cet endroit-là. Y compris pour les deux professeurs, alors. Et oui, la pluralité, ça va dans les deux sens. Absolument. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que à un moment donné, le rôle du gouvernement, ça aurait été d'arrêter ces trucs-là et de faire en sorte qu'il y ait vraiment une pacification. Vous dire, s'il n'y avait pas eu les propos de Frédérique Vidal, il n'y aurait pas cette situation à Grenoble. Ça a été une situation qui est montée encore en plus, un peu plus fortement. Et vous savez, la situation, ça veut dire qu'il y a une tension. Cette tension, il faut arriver à la parler. Il s'agissait d'un colloque. Il s'agissait, à un moment donné, c'est l'un qui veut arrêter et interdire ce colloque. Le deuxième, et après, on commence à jeter des anathèmes sur les uns et les autres, sur certains étudiants, sur certains enseignants. Il faudrait arrêter avec cette manière de faire. Un gouvernement, ça n'est pas à la hauteur d'un gouvernement d'avoir ce type de réaction. On devrait arriver à pacifier et à revivre ensemble ces questions-là. Donc la faute à Frédérique Vidal, si je dois résumer un petit peu. Mais pas seulement, aussi de la gestion de l'université. Les événements ont lieu avant les propos de Frédérique Vidal. Moi, il y a deux choses qui me frappent dans cette affaire. En fait, la première, c'est est-ce que finalement, si on n'avait pas été dans une période de pandémie, est-ce qu'on aurait eu ce type de fonctionnement ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait échangé par email ? Voilà, je pense que la situation de travail que les universités vivent, mais comme plein d'autres environnements, n'a pas aussi généré cet emballement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, alors là, par contre, qui me désole un peu, c'est finalement un syndicat étudiant qui a un peu perdu les pédales et qui n'est pas capable de dire à un moment donné que sa branche à Grenoble va dans la délation, ce qui me semble pas être tout à fait en rapport avec... vous faites référence à l'UNEF qui dit ne pas avoir de lien avec le syndicat en question. Ouais, mais vous êtes encore c'est une nébuleuse. C'est une branche quand ça les arrange et puis ça n'en est pas une quand ça les arrange pas. Donc ça, c'est la première chose. Et quand même, moi, je trouve la direction de cette école, je ne les ai pas entendus avec force mettre un peu d'ordre entre leurs différents enseignants. Ok, c'est vrai que chaque labo est indépendant. Aujourd'hui, enfin, il y a eu des mots hier. Oui, enfin, c'est un peu tard tout ça. Et le gouvernement, il a cherché à dire quelque non, chose. mais madame, ça s'est arrivé bien avant le gouvernement. Ça et après, pour une fois que ce gouvernement fait un bon diagnostic, laissez-le parler. C'est un peu gros de mettre, alors moi je suis suffisamment critique avec le gouvernement sur des sujets, on l'a dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est un peu gros de mettre la responsabilité sur le gouvernement, sur la situation qu'il y a à Grenoble, comme dans d'autres cas. Je trouve qu'on peut le critiquer suffisamment, mais en la matière là, ça me semble pas tout à fait juste. Il y a deux choses qui sont claires. Il y a d'une part des gens, on a écouté depuis 2 jours les professeurs, notamment un professeur de Grenoble. On les a écoutés s'exprimer. Le fait que des gens puissent être mis au pilori de cette façon-là, qu'ils soient sous protection policière aujourd'hui, je trouve ça absolument, surtout après ce qu'on a vécu, invraisemblable. Et la deuxième chose, c'est que des sujets comme ça, le sujet de l'islamophobie, on en pense ce qu'on veut, effectivement, mais s'il y a un endroit où il doit être débattu, où il doit être examiné dans toutes ses dimensions et de façon sereine, scientifique, intellectuelle, c'est bien l'université. Et ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que c'est pas possible. Et dans un instant, le débat se poursuit ensemble. À tout de suite. Bonjour, le froid, c'est bientôt fini avec l'arrivée d'une perturbation de l'Atlantique qui signe un changement de temps radical dans les prochains jours. Les dernières fortes gelées étaient ce matin localisées dans le Grand Est, dans le centre et en Creuse, avec des températures souvent inédites depuis le début de l'hiver. Côté ciel, cet après-midi, il fait généralement encore beau, mis à part au pied des Pyrénées, aux frontières du nord où le ciel est nuageux.
En Provence, les cumulus déclencheront des averses localement orageuses. Il fait mauvais en Corse. Vos températures cet après-midi entre 7 degrés à Langres et 16 degrés à Marseille commencent à grimper sur l'ouest. La hausse se généralise demain avec l'arrivée de la pluie par la Bretagne qui traversera le pays jeudi. On annonce un fort coup de vent. Bon après-midi. Avec e-déclaration assurance CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. 13h01 au cœur du débat politique. Nous sommes toujours avec Anne Souiris, Didier Bécher, Laurent Jacobelli, Éric Decouty. Et nous parlons de ces semaines qui malheureusement se suivent et se ressemblent. Beaugrenelle, Saint-Chéron, Boussy-Saint-Antoine, Champigny-sur-Marne. Un garçon de 14 ans se trouve toujours entre la vie et la mort après une nouvelle rixe. Un autre ado de 16 ans est lui aussi très gravement touché et blessé, lui aussi hospitalisé. Tout ça à la suite d'un affrontement, une fois encore très violent, entre bandes rivales. Écoutez l'analyse qu'en fait le journaliste qui connaît bien le monde du grand banditisme, Frédéric Ploquin, qui était avec nous tout à l'heure. Ils se prennent finalement pour des bandits qu'ils ne sont pas. On note chez ces jeunes une espèce de dissémination, d'appropriation d'une culture entre guillemets mafieuse. C'est-à-dire qu'ils se prennent un peu, désolé de leur dire comme ça, mais ils se prennent un peu pour des voyous qu'ils ne sont pas. Et moi, quand je les ai en face des moi, parfois je suis surpris de les entendre parler comme si ils avaient 50 balais et 17 règlements de compte derrière eux, et qu'en fait, ils se sont littéralement approprié tous les codes, on va dire, de l'économie souterraine, du grand banditisme, etc. Et sauf que pour une broutille, pour une boulette de shit, pour un regard, pour rien, ils vont en venir à des moyens aujourd'hui qui étaient autrefois réservés au grand banditisme. Et des moyens terribles, puisqu'on parle de vie humaine d'enfants de 14 ans, d'adolescents de 14 ans. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse sur maintenant la riposte. Je prends l'exemple de Valérie Pécresse. Le maire de Champigny-sur-Marne est un maire libre, comme Valérie Pécresse, et elle tweet ceci. Il faut arrêter l'angélisme pour mettre un terme à cette spirale de la violence. Le nouveau maire va créer enfin une police municipale armée. Mais Laurent Jacobelli, en quoi ça règle le problème d'affrontement des bandes ? Oui, quand même, de savoir qu'il y a une force de l'ordre qui est présente et qui peut intervenir à tout moment a un aspect dissuasif. Mais je pense que la sécurité aura été le grand échec d'Emmanuel Macron. Les violences de bande, les rixes ont augmenté de 24% en un an. Aujourd'hui, des mineurs agressent, voire tuent des mineurs. Aujourd'hui, à Reims, dans le quartier de Croix-Rouge, un journaliste est agressé et est aujourd'hui entre la vie et la mort. Il est temps de réagir. Ce qui était avant exceptionnel, rappelez-vous de 2015, on en avait parlé beaucoup des émeutes de banlieue parce que c'était un phénomène qui apparaissait comme ça, aujourd'hui est devenu quotidien. Donc bien sûr, il faut plus de police, il faut plus de justice. Vous savez que 4 personnes ont été interpellées à Beauvais suite aux incidents d'il y a quelques jours. Aucun n'est en prison. 2 ont eu des peines fermes, mais n'ont pas été écroués, ce qui veut dire que comme ces peines sont de moins de 8 mois, elles ne seront jamais écrouées. Parmi eux, un multirécidiviste qui a déjà été arrêté, tenez-vous bien, 21 fois et qui était en liberté. Donc tant qu'on continuera ce laxisme judiciaire, eh bien rien ne changera. Mais vous savez, tout au sommet de la pyramide, il y a aussi une responsabilité, et je parle du président de la République. Quand le président de la République a une interview à Brut, sous-entend que les policiers s'adonnent au délit de faciès, parle de violence policière, eh bien il met de l'huile sur le feu. Il envoie un signal à tout un tas de jeunes. Il envoie un signal à tout un tas de jeunes que la France se comporterait mal vis-à-vis d'eux, que les policiers seraient finalement une bande adverse qui se comporterait mal. Et donc finalement il a un rôle dans cette affaire. Monsieur Darmanin, lui, se contente de tweeter et Monsieur Dupond-Moretti rêve de vider les prisons. On va parler un attelage. Attendez, il y a une réforme de la justice des mineurs dont on va parler justement. Mais c'est le chaos aujourd'hui. C'est le chaos. C'est un élément qui est important parce que je crois, alors on peut parler de la répression, etc. et des moyens. Et moi, je donne rendez-vous à qui veut sur les moyens qu'on a confiés à la police depuis 2017. On est le premier gouvernement depuis des dizaines d'années à avoir augmenté de 10 000 les policiers et d'avoir augmenté les investissements, les moyens, les voitures, etc. Ça, c'est une chose et c'est indispensable pour que les policiers travaillent correctement. La directive sur la justice des mineurs, donc elle est passée, elle rentrera en vigueur dans quelques mois. Septembre. Donc effectivement, au mois de septembre, pour que effectivement justice soit rendue en 3 mois. Effectivement, aujourd'hui, un jeune qui a 14 ans ou 15 ans qui va être jugé à 17 ou à 18 ans, ça n'a aucun sens. Il faut que la peine, elle soit exécutée rapidement et qu'on puisse lui donner une chance d'évoluer. Pas exécuter. Vous savez ce qu'on va faire ? On va écouter Éric Dupond-Moretti qui avance cet argument pour dire au moins on apportera une autre réponse judiciaire
à ce phénomène qui concerne les plus jeunes en réformant finalement cette ordonnance de 1945. Écoutons le ministre de la Justice. Le code de justice pénale des mineurs va permettre de régler une partie du problème. Pourquoi ? Parce que le code de justice pénale des mineurs, c'est une justice qui va se rendre dans la rapidité. Alors qu'aujourd'hui, dans le système actuel, un gamin de 16 ans pouvait être jugé quand il en avait 22. Je voudrais vous donner un exemple précis. Je voudrais terminer. Pourquoi je dis cela ? Parce que dans les phénomènes de bande, on constate que des gamins ont déjà commis un certain nombre d'infractions et n'ont jamais reçu l'avertissement judiciaire. Laissez-moi vous... Donc deux choses, si je dois résumer l'esprit de ce texte, c'est aller plus vite, évidemment, en 3 mois. Et puis, tout mineur coupable d'une infraction, alors bon, là, en l'occurrence, on est plus que sur des infractions, mais devra faire l'objet d'une mise à l'épreuve éducative. Évidemment, là, qu'on va chercher des faits beaucoup plus graves. Oui, non, mais Laurent Jacobelli, on parle de gradation. Évidemment, les jeunes qui attendent à la vie d'un autre adolescent auront d'autres mesures. Non, mais l'idée d'avoir une gradation des peines et d'utilité publique et d'avoir une action rapide, c'est évidemment une bonne idée. Et c'est évidemment ce qu'il fallait faire de toute façon pour les mineurs, en tout cas d'agir extrêmement vite. Mais il y a aussi un deuxième sujet que vous avez un petit peu abordé, c'est la question de la police municipale de proximité. Et de se dire que tout ce lien-là, parce que dans les RICS, c'est quelque chose de très important pour faire de la prévention, c'est là où vraiment le côté armé n'a aucun intérêt, parce que c'est vraiment la question de faire de la prévention, la question du respect. Mais là, à chaque fois, il n'y avait pas de police dans le coin, elles auraient eu des armes ou pas d'armes, ça n'aurait rien changé. Mais serait-elle interposée au milieu d'une vingtaine d'individus ? Oui, de toute façon. Donc la question, c'est de savoir faire aussi. Mais si, il faut tenir tous les bouts. Il faut tenir aussi le bout de la prévention. Et cette prévention, non, ça n'est pas fait. Donc, en tout cas, non, il y a eu vraiment une réduction de tout ce qui était. C'est pas vous qui l'avez fait, c'est pas votre gouvernement, c'est bien avant de la police de proximité. C'est quelque chose qui est un vrai souci sur lequel il faut vraiment se remettre à travailler. Alors, moi je voudrais sur ce point-là une minute parce que vous avez entièrement raison. Il y a vraiment un fait. Enfin, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Qui a la responsabilité du social et qui a la responsabilité de l'orientation et de la formation dans ce pays avec l'argent de l'État ? L'État donne des grandes directives et ensuite il faut agir localement. Les départements ont la responsabilité du social. Je prends l'exemple de ce que je connais. Le département des Yvelines a supprimé il y a 5 ans l'argent, les subventions pour les éducateurs de rue. Comme par hasard, voici, c'est le bazar. Qui ne dépense pas son budget en matière de formation et d'orientation alors que c'est de sa compétence ? La région Île-de-France. Donc c'est pas qui sont LR, je le précise pour ceux qui n'auraient pas compris. Ce n'est pas de leur responsabilité exclusive, mais effectivement, on est dans un équilibre où il y a de la répression à un moment donné et de la justice qui doit se rendre rapidement pour que ces jeunes passent aussi à autre chose et qu'on leur donne un avenir dans la vie. Mais il faut aussi que les acteurs locaux, les collectivités locales qui sont responsables. Mais vous pensez vraiment, Éric de Couty, que ça suffit quand on voit ce que décrit Frédéric Ploquin et qu'on observe, c'est-à-dire cette extrême violence. Il y a 3 pieds. Il y a la dimension sociale, éducative. Il est évident que c'est quelque chose qui doit compter. Et je pense que dans l'ordre des choses, la dimension sécuritaire, on sait quand on regarde de près le phénomène de bande, qui sont pour l'essentiel liés à des quartiers difficiles. Bien sûr. Et avant la question municipale, c'est la question de la police nationale. Et la question avec plusieurs choses. Et quand vous discutez avec des policiers, dans ces quartiers-là, il y a d'abord une question de maintien d'ordre et d'efficacité de la police nationale, avec un problème dans la police nationale, des effectifs limité. Et c'est vrai, on peut vous donner quitus, il y a eu des moyens qui ont été donnés, mais il y a aussi une question fondamentale. Attendez un mot, c'est la question de l'affectation des forces. C'est qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, les policiers, ils sont confrontés à une réalité, c'est qu'ils sont occupés à plein d'autres tâches extrêmement différentes que celle qui doit être la première. Et la question de la sécurité et du maintien de l'ordre dans ces quartiers-là, de la réappropriation, du retour de la République dans des territoires, qu'on le veuille ou non, plus ou moins abandonnés, elle est centrale. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'éducation, mais il faut commencer par de la sécurité. Et le dernier pied, seulement, c'est la question de la justice, évidemment. Et les questions d'éloignement des mineurs, elle est fondamentale, l'efficacité de la justice. Ces 3 pieds qui sont... Laurent Jacobelli, vous nous décrivez souvent, et Marine Le Pen tout à l'heure s'exprimait en parlant des zones de non-droit, ce que contestent d'ailleurs un certain nombre de policiers qui disent qu'il n'y a pas de zone de non-droit on le voit bien quand même. En France. Mais quelle est pour vous la réponse exceptionnel qu'il faudrait apporter à ces quartiers? Très concrètement, vous faites quoi? Vous déployez 1000 policiers par quartier? D'abord, on va être très clair. Non, mais on va être très clair. Sous surveillance. Il faut redonner des moyens à la police, et vous avez commencé à le faire, il faut aller plus loin. Je rappelle que le budget du régalien a été, selon M. Stefanini, qui n'est pas Rassemblement National, divisé par 3 depuis 1965. Ça montre bien que la sécurité et la défense des Français n'est plus une priorité, ça doit le redevenir. Nous ferons avec Marine Le Pen de la sécurité une grande cause nationale. Il faut maintenant réaffecter effectivement des
des effectifs de gendarmerie et de police dans ces quartiers-là. Moi, je suis choqué de voir qu'il y avait ces derniers jours plus de monde sur les quais au bord de Seine pour verbaliser les gens qui ne portaient pas de masque ou qui étaient après 18h sur les quais, plutôt que dans ces banlieues qui explosaient. Il faut réaffirmer l'autorité de l'État, redonner le goût et l'amour de la France à toute une génération qui aujourd'hui la déteste, à travers la police ou même directement, ce qui veut dire aussi une remise à plat de la politique d'immigration. Et il faut une justice qui n'est pas la main qui tremble, parce que je le rappelle, la justice peut aller vite, et elle est allée vite là en jugeant ces 4 individus à Beauvais, sauf qu'au final, la seule condamnation réelle qu'ils ont, c'est 135 € d'amende pour non-respect du couvre-feu, alors qu'ils ont appelé à l'assassinat de policiers. Donc vous voyez, il faut effectivement une pédagogie, mais ça je pense que c'est déjà le cas, il faut plus de police, plus de justice et une nouvelle politique d'immigration pour qu'il n'y ait pas en France. Mais quel rapport avec l'immigration? Ce sont des quartiers clairement communautarisés. Ce sont des quartiers clairement communautarisés. C'est partiellement inexact. Non, c'est tout à fait réel. C'est que l'association, l'amalgame entre immigration, là, il est factuellement inexact. Il est tout à fait réel. Ce que disait Ploquin, c'est intéressant, c'est qu'en revanche, quand on voit... Laurent Jacobelli. C'est que les bandes, le phénomène des bandes, aujourd'hui, elles sont identifiées, elles sont listées malheureusement uniquement en région parisienne. C'est pas le cas en province. Il y en a, je crois, 250. Et ce qu'on voit quand 80% des bandes sont recensées. Et quand elles sont celles qui sont recensées, les spécialistes, il y a une relation directe entre ces bandes de gamins avec les bandes plus organisées, notamment avec les trafics de drogue. Et c'est très parlant de voir cette espèce de mimétisme. Et quand Ploquin, là, tout à l'heure, il disait qu'il y a un mimétisme de la part de ces gamins à l'égard des plus grands délinquants, et notamment des trafiquants de drogue, c'est plus cette corrélation qui est à faire, en tous les cas quand on regarde les chiffres de près, qu'avec directement l'immigration. Et je pense que ce mimétisme qu'on voit entre ces gamins et les grands trafiquants dans ces quartiers difficiles, qui est... je vais vous répondre. Le quartier de Reims... Attendez, je réponds. Non, je réponds parce que j'ai été mis en cause. Laurent Jacobelli, je vous donne la parole après. Didier Béchel. Là où on voit qu'il y a une limite aussi à la répression, il y avait, pour poursuivre dans le débat que vous donniez, les éléments que vous donniez à l'instant sur le lien avec le trafic de drogue, il y a 4000 points, si je ne dis pas de bêtises, 4000 points de trafic de drogue qui avaient été identifiés en 2020. Il y en a déjà 1800 qui ont été démantelés au mois de janvier. Donc même en démantelant très très vite des points de vente de drogue, on voit bien que cette violence des jeunes, elle s'est installée. Il faudra aussi, et je voudrais le rappeler, il faudra aussi aller au bout du texte sur la sécurité globale, parce que dans le texte sur la sécurité globale, au-delà du débat qu'on a eu sur l'article 21 qui a gommé tout le reste, il y avait l'organisation des polices, l'organisation entre la police, la gendarmerie et la police municipale. Parce que si on n'organise pas le travail entre ces trois polices, on n'arrivera pas à faire le boulot de proximité, de sécurité et de surveillance. Laurent Jacobelli, encore un mot là-dessus, s'il vous plaît, on avance. Dans les mêmes quartiers, vous avez souvent de fortes communautés qui s'affrontent, des dealers et de l'islamisation. Je prends encore ce même exemple du quartier Croix-Rouge à Reims. C'était un quartier qui hébergeait un des frères Kouachi. C'est un quartier où un journaliste a été agressé et je le rappelle, il est aujourd'hui en situation très difficile et c'est un quartier où il y a des deals. Tout cela se juxtapose, se mêle ensemble. Je vous rappelle qu'à Paris comme à Bordeaux, l'essentiel, l'écrasante majorité, presque la totalité, des délits et crimes commis par des mineurs le sont par des mineurs isolés, c'est-à-dire étrangers. Vous savez, il ne faut pas nier la réalité. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers... Non, mais c'est pas statistiquement, c'est complètement... Ah si, alors les chiffres sont très clairs. 75% à Paris, 60% à Bordeaux. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur et des préfectures. Et vous savez que l'ensemble de ces quartiers, dans la majorité de ces quartiers, il y a énomément de fonctionnaires. Pourquoi nier la réalité? Des collectivités territoriales et de l'État. Parce qu'il y a énormément de salariés pauvres qui habitent dans ces quartiers. Bien sûr. Donc la solution, elle viendra aussi de l'égalité d'échange, de la réhabilitation urbaine. Il y a énormément de travail à faire. Là encore, c'est un sujet qu'on va suivre de très près. Je voudrais vous interroger sur un cas très particulier. Tout autre sujet, si vous voulez bien. Notre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Clément Beaune, est en ce moment en Pologne. Il avait promis, je vous resitue un peu le contexte en Pologne, de visiter une zone anti-LGBT, des zones qui existent du côté de la Pologne, avec le soutien tacite du gouvernement polonais. Environ 80 communes se sont déclarées, je cite, libre de l'idéologie LGBT, des zones où les financements aux associations gays, lesbiennes, par exemple, sont interdits, entre autres choses, mais où on sent bien qu'il ne fait pas bon être homosexuel dans ces communes-là, et d'ailleurs, Clément Beaune n'a jamais caché, Clément Beaune fait pas mystère de son homosexualité, il avait dit par soutien, je me rendrai dans l'une de ces zones. On lui a dit non, on lui a dit en Pologne, pour des raisons sanitaires, ce n'est pas idéal. En réalité, on voit bien que la sécurité ne serait pas suffisante. On parle là de relations avec des pays européens.
On parle là de relations avec la Pologne, lesquelles on discute tous les jours au sein de l'Europe. À un moment, Anne Souyris, quelle attitude faut-il adopter? Et faut-il même, j'allais vous dire, aller encore en Pologne? Alors c'est une vraie question. Je pense qu'il a eu raison de dire en tout cas qu'il voulait y aller par solidarité. Mais en revanche, à partir du moment d'abord où c'est refusé, et puis par ailleurs où de toute façon cette situation existe, il faut absolument que l'Europe ait une action directement sur cette question. Il faut qu'il y ait des sanctions européennes. Il y a des sanctions européennes sur un certain nombre de sujets et la démocratie, évidemment, parce que là c'est une question de démocratie et de droits fondamentaux, est une question majeure. Si l'Europe n'est pas capable de sanctionner et de dire que c'est un casus belli interne, que ces droits doivent être respectés. Vous savez, quand on rentre dans l'Union européenne, on doit montrer patte blanche. Les pays doivent montrer qu'ils respectent les droits fondamentaux et que c'est une démocratie. Là, on pourrait se reposer la question. Je pense que effectivement, c'est pas un sujet qui doit rester comme ça. C'est un sujet sur lequel on doit vraiment avoir une attitude collective européenne, évidemment française, mais européenne, pour agir et pour forcer la main sur ce sujet-là auprès des Polonais. Moi, je vous rejoins complètement sur ce point. Il est la question d'une lutte contre les discriminations et l'Europe doit être au premier plan de la lutte contre les discriminations. Notre collègue député de l'équipe Renaissance, en fait, va porter une résolution demain au Parlement européen pour créer et demander la création et l'affirmation des zones de liberté LGBT et donc dire que l'Europe est une zone de liberté LGBT. Et il appelle d'ailleurs, enfin moi je l'ai fait à Versailles avec un certain nombre de personnes qui souhaitaient le faire, se faire prendre en photo dans des lieux où nous habitons, que nous trouvons sympathiques, pour dire que nous affirmons notre volonté de lutter contre toutes les discriminations et les discriminations LGBT. Donc j'espère en tout cas que cette résolution demain au Parlement européen aura beaucoup de votants. Ça va être intéressant de regarder aussi quels sont les groupes qui ont voté pour cette résolution, parce que c'est le début d'un combat très fort. Si on veut arriver à avoir des sanctions contre la Hongrie, contre la Pologne à un moment donné, il faut que cette résolution soit... Parce que d'autres pays sont concernés. C'est ça, c'est-à-dire que là... Laurent Jacobelli, ensuite je vous donne la parole. Allez-y Eric. Là, on a encore monté d'un cran avec cet épisode-là. Mais ça fait un certain nombre de temps que les pays populistes de l'Est, je pense à la Hongrie, ils s'assoient sur un certain nombre de libertés publiques avec une Europe qui est largement indifférente ou en tous les cas bien passive. La Hongrie, c'est moins grave, je ne sais pas si c'est moins grave, en tous les cas c'est moins traumatisant, mais les libertés de la presse par exemple, les libertés d'opposition en Hongrie, ça fait longtemps qu'Orban les piétine, que l'Europe à plusieurs reprises a fait comme ça, attention, la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça, et Orban a continué largement. Donc cet épisode-là, qui est encore une fois d'un cran supérieur, mais ça fait longtemps que les populistes de l'Europe de l'Est s'assoient sur une zone de liberté publique avec une Europe qui est bienveillante. Je vous rejoins, madame. Il y a une urgence aujourd'hui à ce que l'Europe rétablisse avec la Laurent Jacobelli, de la droite conservatrice et de la France en tête. Votre parallèle avec la Hongrie me semble un peu hasardeux, mais ce que l'on voit là, moi, j'avoue le découvrir aujourd'hui. Évidemment, on ne peut que le condamner. Enfin, tout citoyen, quelle que soit sa sexualité, peut vivre partout, dans toutes les villes, y compris en Pologne. Ça paraît une évidence et ça paraît fou d'avoir à le redire aujourd'hui en 2021. Y compris en Europe. Redisons-le, hétérosexuel, homosexuel, on s'en fiche. Chacun doit pouvoir vivre sa vie en pleine liberté, avoir les mêmes droits, avoir les mêmes emplois s'il le veut, aller aux mêmes endroits. Ça paraît une évidence. Ça paraît une évidence en Pologne, ça paraît une évidence en France. Parce que je rappelle qu'en France, aujourd'hui, sous certaines pressions communautaires, eh bien, le droit des homosexuels dans certains quartiers recule. Certains homosexuels sont lynchés à cause de leur sexualité. Et que partout en Europe, mais ce n'est pas institutionnalisé, il y a quand même une différence majeure. Il y a pas toutes les formes sont condamnables, y compris la forme polonaise que je découvre aujourd'hui et qui me paraît indéfendable. Non, mais c'est un vote de résolution qui sera très intéressant à regarder. Et encore une fois, la droite française est alliée avec Orban sur certains textes à l'Assemblée européenne. Et non, là c'est la Pologne. Encore un sujet plus politique, peut-être plus léger, mais je ne sais pas, quoique, on parle quand même d'un ancien président de la République. Je voulais juste qu'on écoute ensemble François Hollande, qui pour la première fois exprime des regrets sur 2017. S'il avait su, il aurait peut-être été candidat. Le plus grand regret, c'est de ne pas m'être représenté d'une certaine façon. Là, aujourd'hui, vous dites... Oui, parce que
quand j'ai pris cette décision, je l'ai beaucoup réfléchi et il y avait des raisons de la prendre. Mais je l'ai prise trop tôt. Je l'ai prise au début du mois de décembre 2016 et toute la situation politique n'était pas encore décantée. Et puis c'est pas tout. Après, il y a les chiffres du chômage qui se sont Ça s'est améliorés. Il y a la candidature de Fillon qui s'est effondrée. Voilà la lecture de ce qui se sera passé après, de ce qui s'était passé après. Vous avez des regrets, vous aussi, Anne Souiris? Écoutez, moi, on ne peut pas avoir des regrets quand un président finit avec un tel déficit de popularité. Ça a été le cas. Donc non, je n'ai pas de regrets dans ce sens-là. Ce n'était pas la bonne personne. Moi, je regrette que nous n'ayons pas eu quelqu'un de plus à gauche et de plus écologiste, surtout pour les présidentielles, qui soit en place. Mais je pense que ça n'était pas M. Hollande. Non, c'est même assez pathétique qu'il revienne sur cette question-là. Malheureusement, je pense qu'effectivement, il n'a pas su être un président à la hauteur de la situation à l'époque. En tout cas, il nous envoie beaucoup de cartes postales, signe peut-être que la gauche est très faible. Laurent Jacobelli, il ne faut pas avoir de regrets en politique? On peut avoir des regrets. Maintenant, moi, je ne regrette pas, à titre personnel, François Hollande. Je pense que c'est le père qui renie son fils spirituel, François Hollande. Emmanuel Macron et François Hollande, c'est la même équipe. La mondialisation échevelée qui crée du chômage, la hausse des taxes pour moins de services. On l'a vu sur l'hôpital, une politique d'économie au détriment du service public et donc de la santé des Français. Vous faites de la politique à chaque fois, oui, Laurent Jacobelli. Excusez-moi, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas et la politique d'immigration, mais qui s'est accélérée pour le coup sous vous allez voir les Macron Le Pen, et qui fait bien pire. Par contre, il évoque la présidentielle et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'état où on est, la seule perspective de sortie de crise, c'est la présidentielle. À titre personnel, vous voyez, je voterai Marine Le Pen. Oui, ça, on n'en doutait pas. Didier Béchard, il est d'ailleurs assez dur avec Emmanuel Macron aussi dans cette interview. Bon, c'est pas nouveau, me direz-vous, mais on a peut-être du mal à parler avec son ancien employeur, a-t-il dit, au sujet d'Emmanuel Macron. Après, c'est toujours compliqué, je trouve, de refaire l'histoire, et puis c'est même presque un peu facile. Par contre, sur la forme, moi, je voudrais saluer le travail de votre collègue journaliste à la France Inter, je crois, si je dis pas de bêtises. Sur le service public à la télévision. Voilà. Et franchement, c'est très intéressant comme format d'interview, parce que ça permet aussi, il n'y a qu'à voir, je pense qu'il a dit des choses. Alors, François Hollande n'est pas dupe de ce qu'il est en train de faire, mais je trouve que c'est un format beaucoup plus confidentiel. Vous avez des questions directes pour ceux qui connaissent un peu Twitch, et qui permet en fait de vous adresser beaucoup plus directement à la population et de créer de la proximité, donc c'est un format intéressant. Et ça, c'est un format aussi, justement, sur lesquels on s'arrêtera, des questions sur lesquelles on va s'arrêter dans les prochains mois, parce que comment on va faire campagne via les réseaux sociaux, ça va changer beaucoup de choses dans les pratiques pour vous tous, élus, et pour nous aussi, journalistes. C'est sans doute aussi plus direct. En tout cas, on a besoin de tout pour pouvoir échanger. Le débat politique est terminé. Merci à vous tous d'être venus jusqu'à nous. Eric, vous restez avec moi. On continue dans un instant le grand journal de 13h30 et puis les enjeux sanitaires. Condamnés à reconfiner ou pas à la lumière des dernières tendances en Ile-de-France, nous en débattons. À tout de suite.